Bonjour, ici Cathy Bellé pour les nouvelles d'ici. En cette première semaine de novembre, les grands titres. Proposition pour investir les nouvelles retombées économiques dans Port-Daniel-Gascon. Du 28 au 31 octobre s'est déroulée la Semaine du patrimoine et de l'histoire de Passepébiac. Des citoyens de Saint-Alphonse commencent à s'intéresser et posent des questions sur l'implantation des pétrolières en Gaspésie. C'est à Sainte-Anne-des-Monts que les regroupements communautaires de toute la Gaspésie vont ensemble manifester contre l'austérité. Chaque organisme a besoin d'être soutenu par le gouvernement, des bénévoles, du personnel. Soutenir la communauté demande des efforts et, encore une fois, il faut manifester. La majorité des organismes communautaires sont fermés ce lundi et mardi. Le 2 et 3 novembre, donc lundi et mardi, au Québec, il y a une grève sociale, ce qui implique que l'ensemble des organismes communautaires sont invités à arrêter leur travail quotidien pendant 2 jours pour mobiliser la population. Nous, le 2 novembre, c'est plus une journée entre nous de sensibilisation qui va porter sur les enjeux justement qui nous touchent, là, les organismes communautaires et la population. Puis le 3 novembre, là, justement, une activité là, qui va être avec tous nos collègues, là, les organismes communautaires autonomes là, de la Gaspésie et de la Madeleine. Une journée pour préparer une manifestation et se lancer sur la route pour donner la facture à notre ministre. Monsieur Damour recevra les montants nécessaires pour réaliser les maintiens des missions de nos organismes. Ça fait longtemps, nous, au ministère de la Famille, on n'est pas indexé dans nos subventions, donc il n'y a jamais d'augmentation qui se passe. C'est depuis plusieurs années. Donc, on demande aussi un rehaussement de notre mission de base pour arriver vraiment à couvrir le territoire qui est la MRC de Bonaventure. Là, nous, on roule, on a une subvention de autour de 56 000 $ pour couvrir là, toute la MRC. Puis, on est 3 employés là-dessus, là, donc vous voyez qu'on ne peut pas faire énormément avec peu. Puis on fait déjà ce qu'on fait déjà, là, beaucoup avec très peu. Là. En fait, nous, ce qu'on demande à la Maison de la Famille, bien, c'est sûr que c'est plus de justice sociale, hein, une meilleure répartition de la richesse pour la population. Puis on a vu des familles, nous, qui ont perdu leur emploi, évidemment, avec toutes les coupures qui ont lieu là, au niveau de l'austérité. Donc, ça nous touche particulièrement là, de un peu être la voix de ces familles-là. Vous avez toutes vécu des coupures, je suis certaine, dans les dernières années, ou des augmentations. Hein? Hydro-Québec qui a augmenté de plus de 22 % en moins de 10 ans. L'épicerie qui coûte de plus en plus cher, l'essence qui coûte de plus en plus cher. Une nouvelle loi en santé qui va faire que les frais qu'on paie parfois, ça va être rendu légal. Donc, il se passe plein d'affaires au niveau du gouvernement du Québec qui fait qu'on s'appauvrit et qu'il y a des riches qui s'enrichissent toujours. D'ailleurs, ce matin, en me levant, j'ouvre Internet et je regarde les nouvelles. Que vois-je? 1 milliard de dollars va être donné à Bombardier, qui est une multinationale, qui a déjà full d'argent. Puis eux autres, pas de problème, on trouve 1 milliard de dollars. Puis pour les écoles, par exemple, ça, le ministre de l'Éducation dit, bien, on sait qu'il y a des jeunes en difficulté, qui n'auront pas de service, mais que voulez-vous? On ne mettra pas en péril les finances de l'État pour des jeunes qui sont en difficulté. Donc, on a décidé hier qu'on vous invitait à manger avec nous autres et lundi et mardi. On fait une soupe du midi. Et on va discuter de quel impact ça a eu sur vous, ces coupures-là ou les augmentations. Et on va écrire ensemble un communiqué de presse qui va s'adresser à Philippe Couillard. En fait, on va y adresser une lettre qu'on va diffuser dans les médias, puis on va y poser des questions. Rappelons que depuis 2004, les budgets des organismes communautaires n'ont pas bougé et depuis le régime d'austérité, on coupe les instances de développement régionaux qui soutenaient ces organismes. Dans cet élan d'appel à la mobilisation, Femmes en mouvement invite toutes les femmes qui sont en colère contre le gouvernement Couillard et ses coupures dans les services à la population à participer à l'une des 2 soupes du midi qui seront offertes dans le cadre de la grève sociale du 2 et 3 novembre. Les Gaspésiennes représentent 80 % des effectifs du réseau de la santé et des services sociaux, 70 % du personnel enseignant dans les commissions scolaires, 57 % des fonctionnaires d'État, ainsi que l'immense majorité des travailleuses du milieu communautaire. Les Gaspésiennes représentent 76,5 % des chefs de famille monoparentales.
Elles sont majoritairement proches aidantes et responsables des tâches familiales. Près de 6 Gaspésiennes sur 10 touchent moins de 20 000 $ par année. La réunion est appelée sur la rue de Grandpré à Bonaventure à partir de 10h30 jusqu'à 2h30 et le repas est gratuit. Dans un tout autre contexte où une municipalité va recevoir de nouvelles taxes de la cimenterie, le comité de maximisation a réuni les citoyens de Port-Daniel-Gascon pour connaître leurs intérêts dans le développement municipal. En fait, c'était une soirée de travail. Alors, on a mis les gens en petites équipes et puis on leur a donné de l'ouvrage à faire, à discuter entre eux, prioriser des projets sur 3 grands thèmes. Donc, les thèmes communs là, du développement durable, l'environnement, le milieu social et l'aspect économique. Donc, rebaptiser cadre de vie, milieu de vie et niveau de vie. Et il y a des idées qui se regroupaient. Quelles ont été les plus populaires avancées par les citoyens? En fait, effectivement, ce qui était la belle surprise de la soirée, c'est, je ne dirais pas une unanimité, mais de large consensus par rapport aux priorités à avancer. C'est sûr qu'en matière d'aménagement du territoire, il y a un message clair sur l'embellissement du milieu, des aires publiques, des espaces verts. Il y a beaucoup d'attraits naturels intéressants aménagés à Port-Daniel-Gascon qui ont souffert d'un manque d'entretien dans les dernières années à cause de contexte budgétaire. Et là, il y a une volonté que tout ça soit mis en valeur d'une façon mieux harmonisée et bien, comment je peux dire, respecter les standards modernes en matière d'aménagement. Est-ce que vous avez 2-3 exemples concrets là-dessus? Oui. Bien, on pense justement à la mise en valeur des quais, des plages. Donc, les quais, Port-Daniel-Gascon, il y a quand même 3 quais. Le quai à Gascon, l'Anse-à-la-Barbe, le quai dans le secteur Port-Daniel. 2 plages d'importance, la Grande-Anse, l'Anse-Mécanisme. Ce sont des lieux qui gagnent à être mis en valeur. C'est très intéressant. Et quand on parle de territoire aussi, on parle d'habiter le territoire. On a sûrement dû vous faire des demandes au niveau du logement. Oui, donc c'est déjà sur la table à dessin, ça se travaille, devrait être réglé dans les prochaines semaines, mais la notion de soutien municipal au développement résidentiel, c'est revenu comme un souhait de la population et on sait aussi que les besoins en logement vont être là. Donc la municipalité a entre ses mains la possibilité d'agir et de soutenir des promoteurs qui voudraient construire de nouvelles unités. Il va y avoir un besoin, c'est très certain, mais on sait qu'on a la population, la municipalité sait qu'elle a la population derrière elle pour avancer dans une démarche comme ça. Est-ce qu'on vous a parlé à la réunion de logements sociaux? Oui, aussi, particulièrement pour les personnes âgées. Et faut le voir comme une bonne façon de régler, je dirais, deux défis. Donc, la personne âgée qui est seule dans une grande maison, des gros coûts d'énergie, d'entretien et tout ça, si on lui offre un loyer moderne, adapté, ben, en quittant sa maison, elle libère une maison qui peut être pour utiliser par une jeune famille, des nouveaux arrivants. Alors, en créant ces logements sociaux, on vient régler, on vient apporter une solution pour 2 groupes de personnes. Et il y a une idée qui a été avancée, si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet, de peut-être rapprocher les personnes âgées du CPE. Oui, donc le dossier de CPE, évidemment, a été abordé. On sait qu'il chemine bien, mais tout le monde a hâte de voir ça se concrétiser. Mais la proposition a été soumise par plusieurs personnes de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, en aménageant les nouvelles unités locatives pour personnes âgées, les mettre à proximité du CPE et créer une synergie entre les enfants et les aînés? Alors évidemment, il y a quelques bons modèles de réussite au Québec à ce niveau-là, puis ça a été souligné hier. Du multigénérationnel géré par la municipalité, c'est quand même innovateur. Et finalement, culturellement, qu'est-ce qu'on vous a proposé? Au niveau culturel, ça a été la notion de spectacle, d'animation. Évidemment, tout le volet loisir aussi est très présent, les activités sportives. Donc, l'idée d'avoir une ressource à la municipalité, loisirs et culture, au niveau du personnel municipal, en support à tous les comités bénévoles qui sont présents et actifs sur le territoire, ça aussi, ça a sorti comme une voie là, très intéressante à poursuivre et qui va permettre à une foule de petits projets de lever et d'être plus dynamiques. Est-ce qu'on vous a parlé de rénovation de salles, de lieux publics pour faire ces rassemblements-là?
Oui, donc on a plusieurs exemples. Bon, on sait qu'on a l'aréna à Gascon qui est utilisé uniquement l'hiver. Il pourrait y avoir une vocation hors saison, une vocation d'été qui lui serait donnée. On a l'aréna à Port-Daniel aussi, pour lequel certains ont proposé des utilisations sportives, mais dans d'autres créneaux que le volley hockey, là, dans d'autres sports intérieurs ou même justement des événements comme ça, mais aussi l'idée de scènes extérieures pour des spectacles itinérants. On pense justement à des festivités de la fête de la Saint-Jean. Et puis aussi, on pense à deux événements, à la fête de la pêche à Gascon, où on a aussi le Symposium des arts, donc bonifier là, les locaux qui pourraient être mis à disponibilité pour ces événements-là. Plusieurs événements culturels et historiques se manifestent à Passepébiac. Fière de son patrimoine, la Ville nous a proposé des activités différentes pour laisser place à ces acteurs de l'histoire. Une belle réception d'ouverture au Centre culturel de Passepébiac a inauguré les festivités. Petit cocktail, morue salée sur canapé, histoire du banc de pêche de Passepébiac. On a profité du 5 à 7 pour dévoiler la programmation des fêtes de 2016 entourant le 250e anniversaire du site historique. C'est un bâtiment assez exceptionnel que vous avez devant vous. Il a été construit au milieu à peu près du 18e. La géographie autour du site a beaucoup changé. Quand j'étais jeune, on allait à la plage et le derrière du Bibi était vraiment dans l'eau. Il était sur pilotis. Et vous avez en avant la rampe qui n'a pas toujours existé, qui a été construite, d'après les petites lectures que j'ai faites en 1929, qui par la suite a été enlevée et replacée. Sa vocation principale a été l'activité du poisson avec les leboutilliers. D'ailleurs, si les leboutilliers l'ont construit en hauteur, c'est qu'il manquait d'espace. C'est une des principales raisons. Mais ils ne savaient pas à l'époque qu'ils allaient faire un bijou d'architecture. Et on dit que c'est le bâtiment dans son genre le plus haut, 5 étages en bois, en Amérique du Nord. Charles Robin avait choisi Passepébiac pour ses quartiers généraux, non pas parce qu'on avait des beaux yeux bleus ou quoi, mais vraiment parce qu'il était sûr d'avoir le bon endroit pour installer son entreprise de pêche. D'abord, il y avait de l'eau profonde pour faire un port, pour faire construire un quai. Et sur la pointe, il y avait un vent. Et si vous allez sur la pointe, il y a comme deux courants marins. Il y a toujours un vent et une plage de galets, parce que c'était l'idéal pour le séchage de la morue. Alors, ce sont des facteurs importants. À 19h, l'intérêt s'est porté sur une conférence donnée par l'historien Jean-Marie Thibault. Ce soir, je suis sur une période absolument extraordinaire de l'histoire gaspésienne. J'explique qui sont les fameux Anglo-Normands, dont on ne parle pas dans l'histoire canadienne. Et vous allez sûrement aussi vous attaquer à un mythe comme de quoi M. Charles Robbins était un grand méchant, alors qu'il a quand même fait pas mal d'affaires pour la région, je présume. Bien, Charles Robin, je ne dirais jamais que c'était un bon gars. C'était un homme d'affaires de son époque. Et s'il n'avait pas exploité les Gaspésiens comme il les a exploités, on n'en parlerait pas. Mais il y a une nuance entre les Anglo-Normands et les quelques compagnies anglo-normandes qui ont exploité la région. Et c'est cette nuance-là que peu de gens font. Ils mettent tout le monde dans le même panier. Charles Robin est-il un esclavagiste ou un exemple parfait de l'entrepreneurship? Vous savez, la vérité, c'est souvent entre deux. Le jour suivant, lors d'un banquet, Passepébiac honorait des personnalités qui, par leur travail et leur ténacité, ont marqué leur époque. La soirée Gala Les Grands de Passepébiac ont rendu hommage à des citoyens à travers 5 catégories. Pour la reconnaissance de passé, M. l'abbé Adrien Dionne. La reconnaissance contemporaine, Gino Lebrasseur et Marc Loisel. La reconnaissance bénévole, Mme Doris Chapados. La prospective, Nancy Gagnon. L'associative, le site historique du banc de pêche de Passepébiac. Les hommages une fois rendus, les gens ont célébré tout en musique traditionnelle. On a parlé pour une deuxième fois de géologie, de sol, de pétrole, de responsabilité sociale avec des citoyens de Saint-Alphonse.
De la division des terres en longueur et en profondeur, on y a étudié les scénarios advenant le débarquement de Junex dans la petite municipalité. Les exemples se multiplient. Cacouna, Restigouche, Gaspé, des accords donnés pour forer et des municipalités qui se réveillent à l'arrivée des machines. À Saint-Alphonse, les citoyens commencent à se réunir pour parler de cette industrie pétrolière qui s'installe en Gaspésie. Moi, ce que je trouve important, c'est de pouvoir au moins savoir ce qui s'en vient, puis d'avoir le temps d'en parler à tête reposée. C'est présentement ici, dans la baie des Chaleurs, qu'on a le temps. Ils ne s'installeront pas demain matin, ils sont occupés ailleurs. Mais c'est présentement qu'il faut se dire, bon, ben, est-ce qu'on veut ça chez nous? Il est interdit d'aménager un site de forage à moins de 500 mètres d'un site où on prélève des eaux à des fins de consommation humaine. Vos puits d'eau seront protégés en surface, mais en dessous, les ramifications des foreuses peuvent faire imploser votre sol et couvrir des kilomètres. Ce n'est qu'un des aspects légiférés exposés par le conférencier. L'Assemblée y allait aussi de ses connaissances. Ça fait que les pétrolières, regarde, ils pompent. J'ai de l'argent. Je m'en vais envoyer un autre là, tu sais. Je vais en chercher du stock, tu sais. Fait que s'il y aurait une réserve prouvée avec un exemple, une assez pour forer 10-15 puits, tête de forage, 10-15, et puis que ça y va, ça donne, la pression demeure, ben pourquoi tu n'en mettrais pas d'autres? Parce que tu veux rentabiliser à court terme. Au plus Ça te vite. donne quoi? Ouais, c'est du court terme, c'est normal. Ça te donne quoi de persister pendant 25 ans? Ah ouais. C'est logique. Là, j'arrivais à ma conclusion, puis c'est une conclusion qui vient du BAP, encore là le même BAP que tantôt. Puis les conclusions, c'est pas mal les mêmes choses. Détérioration de la qualité de l'air, augmentation du bruit, de la circulation routière et de la pollution lumineuse, diminution de la valeur des propriétés situées à proximité des plateformes de forage, impact sur les paysages, risque d'accidents technologiques, impacts sociaux et impact sur la santé. Les activités de l'industrie pourraient également entraîner des conséquences sur la qualité de l'environnement, en particulier sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Si les permis sont déjà octroyés, sont déjà donnés, distribués, c'est ce que j'ai bien compris. Comment une municipalité qui ne voudrait pas éclairer chez elle des pouvoirs de dire quelque chose? Non, le seul pouvoir qu'on a, c'est l'acceptabilité sociale. C'est ça. Ce qu'on comprend, c'est que les municipalités n'ont pas de pouvoir. On les a foutu des règlements d'impact. Le règlement qu'on a mis dans les mains des municipalités, c'est surtout pour l'approvisionnement en eau, mais ça a une conséquence sur le reste de la réglementation. Fait que la seule place où on peut jouer, c'est dans l'acceptabilité sociale. À Gaspé, ça a-t-il marché l'acceptabilité sociale? Je ne vous dirais pas ça, parce que finalement, on avait l'arrivée à l'exploitation. Mais dans la vallée du Saint-Laurent, ça a marché. Puis dans la vallée du Saint-Laurent, le gorge de Cisse, il n'y en aura pas. Puis je suis convaincu que c'est l'action sociale, parce que l'action politique n'a pas pu le faire. Les municipalités de toute la vallée du Saint-Laurent adoptaient toutes des résolutions et disaient tous qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'exploitation des gaz de schiste, excepté les municipalités qui voulaient le recevoir, comme Cacouna et compagnie. Mais les autres municipalités qui n'avaient pas d'intérêt de recevoir ces gaz de schiste-là, eux autres, ils disaient, bon, avec les compétences et les connaissances qu'on a, on ne veut pas ça sur notre territoire. C'est pas eux qui ont fait changer le monde, le gouvernement d'idées. C'est les milliers de Québécois de la vallée du Saint-Laurent qui se sont promenés avec des affiches puis qui ont dit non, on n'en veut pas. Ça a été un débat qui a duré presque 1 an, cette grosse démarche-là, quand on regarde ce qui s'est passé dans la vallée du Saint-Laurent. Mais cette année-là, ça a fait qu'il n'y a pas d'exploitation de gorge de Cisse. Fait que le seul moyen, c'est que nous, les citoyens, appuyés par nos conseils municipaux, c'est sûr. C'est sûr que si on décidait ce soir d'entreprendre une démarche citoyenne pour mieux informer les gens, puis d'augmenter le plus possible, je suis convaincu qu'on est tous convaincus à ce moment qu'on n'a pas besoin de ça. On est 14, on a commencé à 7, là maintenant on est 14. Plus il y aura de gens qui sauront toutes ces informations-là, moins on voudra de cette exploitation-là. Puis après ça, quand on arrivera à nos tables de conseils municipaux, puis qu'on dira, nous, comme citoyens, c'est ce qu'on veut, les municipalités, malgré le peu de pouvoir qu'ils ont,
dans la réglementation, ont quand même un pouvoir de représentation de leurs citoyens et pourront dire publiquement, moi, la municipalité Y, je suis mon comité de citoyens et je suis d'accord avec les actions qu'ils posent pour empêcher cette exploitation-là. Fait que là, ce qu'on vient de dire à la population, c'est que le politique, ce qu'on vient de dire à l'État, c'est que le politique embarque avec les citoyens. Là, c'est un impact. Mais le politique tout seul et le citoyen tout seul, on a vu ce que ça a fait à Gaspé. On va livrer de la pizza bientôt sur le territoire. Le collectif alimentaire Family Ties, La Passerelle, l'Association des handicapés visuels et d'Action Chaleur se réunissent pour une campagne de financement Centraide. Oui, on invite les gens à acheter de la pizza Centraide, notre organisme, puis avec 4 autres organismes. En fait, on est 5 organismes membres de Centraide Gaspésie de la Madeleine. On a à vendre cette année de la pizza encore une autre fois à 10 $, le coût est 10 $ la pizza, toute garnie, une 12 pouces. On le reçoit le matin, puis là, on a une équipe de bénévoles qui est sur la livraison, va l'apporter chez vous. C'est samedi le 21 novembre, c'est environ dans l'heure du dîner. C'est 10 $. On a notre objectif, c'est d'en vendre 196 cette année. Et à partir de quand on va pouvoir commander cette pizza-là? Déjà, vous pouvez déjà nous appeler, puis on prend votre nom, puis on remplit le billet, récupère les sous, puis c'est qu'il faut récupérer les sous avant. Puis le 21, on vous livre la pizza à votre maison. Le 20 avril 2015, sous le bâillon, le gouvernement libéral adoptait le projet de loi 28. Cette adoption consacrait la déstructuration des lieux de concertation régionaux et remettait les rênes du développement territorial entre les mains des MRC. Dans ce vent de restructuration subdivisée, la ministre responsable de la condition féminine, Stéphanie Vallée, devrait annoncer sous peu le lancement d'un appel de projet d'1 million de $ pour l'ensemble du Québec, qui fera atterrir en moyenne 60 000 $ dans chaque région. Pour des projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, elle ouvre la possibilité aux MRC, aux chambres de commerce, à tous les groupes communautaires, soit à plus de 6 000 organismes, la possibilité de déposer des projets alors qu'ils ne disposent pour la plupart d'entre eux d'aucune expertise en matière d'égalité pour les hommes, pour les femmes. Il s'agit d'un exemple navrant de saupoudrage et de gaspillage de fonds publics au lieu de consolider les efforts des groupes déjà investis depuis plus de 25 ans pour favoriser l'égalité des femmes en région. La ministre disperse le peu de fonds dont elle dispose pour laisser croire que son gouvernement se préoccupe d'égalité pour les femmes alors qu'il a prouvé tout au long de la dernière année le contraire, affirme André Villeneuve, porte-parole du Réseau des tables. En tant qu'organisme féministe de défense collective des droits des femmes, le Réseau des tables régionales de groupes de femmes porte auprès des instances nationales les réalités régionales et prend position dans une perspective d'égalité entre les sexes, de plus grande justice sociale. Dans le réseau de la santé, il est temps d'aller se faire vacciner. Les vaccins commencent leur distribution à partir du début novembre. J'ai parlé avec le docteur Courville, représentant du ministère de la Santé. Et du 1er novembre à la fin novembre, les gens vont pouvoir se faire vacciner dans différentes cliniques. On se rappelle qu'en 2015, on avait dit que le vaccin de la grippe avait eu un effet à peu près nul au niveau de la population. C'est-à-dire que les gens s'étaient fait un peu vacciner pour rien puisque les souches qu'on avait mis dans les vaccins ne correspondaient pas au virus qui était en cours. Cette année, après 6 mois d'études plus 8 mois de recherche de vaccins, on est arrivé avec une nouvelle mouture qui sera distribuée. On rassure la population en disant que des erreurs comme l'année passée, ça n'arrive vraiment pas souvent. L'Organisation mondiale de la santé décide des souches à mettre dans chaque vaccin. Et celui-ci, on espère, devrait fonctionner. Il y a 2 types de vaccins donnés pour la grippe. Il y a des vaccins vivants qui sont donnés aux enfants, qui sont donnés aussi aux gens en bonne santé. Ça se donne de façon nasale. Il y a un autre aussi vaccin qui est donné pour les gens qui sont un petit peu plus faibles, qui n'est pas vivant, dont les souches ne sont pas vivantes. Vous avez toujours le choix de plusieurs vaccins, dépendamment de votre condition de santé. C'est à vous de vous informer quand vous irez vous faire vacciner ou quand vous appelez pour un
un rendez-vous. La grippe est spécifique. Il ne faut pas la mélanger avec un rhume qui représente plusieurs symptômes. Et si vous vous faites vacciner pour la grippe et vous pognez un rhume, ben c'est pas nécessairement le vaccin qui est à plaindre. Sur ce, après la pause, on vous offre de rester avec nous pour une entrevue menée avec une femme justement des tables de concertation des femmes du Québec qui va nous parler de grève, qui va nous parler aussi de manque à gagner avec le gouvernement établi. S'en suivra de quelques chroniques. Restez des nôtres. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Je suis avec Mireille Chartrand, coordonnatrice sur la table de concertation des regroupements de femmes. Des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Oui, et on se rencontre parce que ça brasse beaucoup chez vous. Mais c'est pas tout le monde qui vous connaît. J'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est ce regroupement, cette table de concertation-là. Bien, en fait, c'est ça, on regroupe dans le fond les organismes en conditions féminines. De la région. Pas tous les organismes en conditions féminines, mais ceux qui avaient envie de travailler ensemble, de faire rayonner, de développer puis de faire rayonner certaines préoccupations dont ils n'ont pas nécessairement le temps de faire dans leur quotidien d'organismes communautaires. Donc, des sujets comme les femmes, intéresser les femmes à la politique municipale ou à la politique provinciale ou fédérale. Donc, diversifier les choix de carrière des femmes. On s'intéresse à des sujets comme la pauvreté, les questions de pauvreté féminine, mais de façon régionale. Donc, des préoccupations là, pour un peu aider à faire sortir les femmes de la pauvreté, disons, mais avec des outils ou des mesures qui seraient plus régionales que locales. Donc, voilà. C'est ce qu'on fait, là, en gros, là, à la table des groupes de femmes. Et c'est quoi les organismes? Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Bien, des centres de femmes, des organismes en agression sexuelle. Par exemple, on a aussi une représentante de la CSN, Conditions féminines de la CSN, le diocèse de Gaspé, une représentante en conditions féminines aussi. Donc, ça, c'est une variété d'organismes là, comme ça. Là. Et vous existez depuis combien de temps? La table des groupes de femmes existe maintenant depuis près d'une vingtaine d'années. Avant d'être une table Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, c'était une table on était avec le Bas-Saint-Laurent aussi. Là. La première table la première table s'est développée là, pour l'Est du Québec, dans le fond, puis après ça s'est séparé en Bas-Saint-Laurent puis Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alors, il y a plusieurs tables qui sont mises au Québec dans chaque région, finalement. Oui, dans les 17 régions, il y a 17 tables de groupes de femmes comme ça, là, partout à travers le Québec. Qui existent depuis plus ou moins 20 ans. Oui, c'est ça. Il y en a depuis un petit peu plus longtemps. Nous autres, on est pas mal dans les premières là, avec le Bas-Saint-Laurent, donc plus ou moins là, depuis 20 ans. Là. Et vous faites des concertations publiques pour vos membres à raison de combien de fois par année ou c'est ponctuel ou comment ça fonctionne? Bien, en fait, on fait des rencontres de membres. Donc, les membres se rencontrent 3-4 fois par année pour discuter des sujets qui les intéressent, bien sûr, préparer les plans d'action, faire le suivi des projets sur lesquels on est engagé, puis se former aussi ensemble sur divers sujets. Est-ce que vous auriez quelques exemples de manifestations ou d'événements auxquels vous avez fait part qu'on pourrait connaître? Bien, si vous parlez d'événements en termes d'activités là, importantes, bien, dans les dernières, il y a eu la Marche mondiale des femmes là, qu'on a réalisée. C'est à tous les 5 ans. Donc, il y avait une grande activité régionale pour la Marche mondiale des femmes
à laquelle près de 200 personnes se sont réunies pour manifester, dans le fond, aux instances gouvernementales l'importance de contrer la pauvreté et la violence envers les femmes et d'autres sujets connexes, dont les mesures d'austérité du gouvernement qui affectent beaucoup les femmes. Nous avons suivi avec 2 reportages cet événement-là et chapeau, c'était impressionnant et du fait qu'il faisait vraiment pas beau et que les gens couraient, se tenaient collés pour participer à ça, les gens se sont tenus encore plus dans l'activité en fait même pour passer au travers et c'était de toute beauté, c'était sensible et intelligent. De la lecture du manifeste aux chansons des Premières Nations qui manifestent pour leurs problèmes de femmes, eux aussi, là, qui sont quand même à l'échelle canadienne. Oui, c'est une très bonne manifestation. Est-ce que vous auriez autre chose pour nous aiguillonner un petit peu? Oui, bien, on a fait aussi des activités, par exemple, là, des activités pour... comme aux dernières élections municipales, mais juste avant, on avait fait un grand rassemblement. On avait invité des femmes intéressées à se lancer en politique municipale, à passer une journée ensemble, où est-ce qu'il y avait des intervenantes qui venaient parler des femmes qui œuvrent en politique déjà, qui œuvraient déjà en politique, des conférences, des trucs pour les intéresser, les stimuler, les encourager à se présenter en politique municipale. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait aussi. On a fait des recherches, aussi plus de la recherche là, régionale sur la pauvreté chez les femmes. Donc, cette recherche-là a mené à constater qu'il y avait certains éléments sur lesquels il fallait pousser de façon plus importante, où il fallait se préoccuper en premier, comme par exemple la question du logement pour les femmes est très importante pour les sortir de la pauvreté et la question du transport aussi. De là, on a travaillé avec des partenaires régionaux, dont la Conférence régionale des élus à l'époque et le Ressort, qui est le réseau solidaire pour le rayonnement des territoires. Donc, en développement social, pour mettre sur place des comités. On a participé à la création, puis à ces comités-là, comités en transport et comités en logement, qui sont des comités régionaux, puis qui mettent de l'avant, là, justement, des questions en conditions féminines, donc les problématiques vécues particulièrement par les femmes. OK. Alors, il y a des événements spectaculaires qui fait que monsieur, madame, tout le monde peut vous connaître, mais vous travaillez beaucoup dans l'ombre aussi à faire du travail de bras, à pousser, à aider la société. On ne se le cachera pas, en Gaspésie, on est plein d'organismes communautaires pour que ça se tienne. C'est notre tissu social qui est très fort. Et comme d'autres instances de développement, vous soutenez un groupe en particulier, mais vous êtes massacré par le gouvernement Couillard. Bien, bien sûr. Bien, en fait, pour l'instant, on n'est pas des victimes encore directes, on va dire, mais on est des victimes collatérales parce que on avait, dans les 10 dernières années, on a eu ce qu'on appelait une entente de collaboration en conditions féminines. Donc, c'était des ententes triennales sur lesquelles le gouvernement donnait des fonds régionaux, des sommes régionales pour encourager l'égalité entre les femmes et les hommes dans les régions. Ces sommes-là étaient données, dans le fond, aux conférences régionales des élus, puis la conférence régionale des élus embarquait avec nous. On travaillait vraiment en partenariat. Nous, plein d'autres organisations du territoire, dont des directions régionales des ministères, Emploi Québec, on avait le ministère de l'Éducation, il y avait les commissions scolaires aussi qui étaient embarquées dans cette entente-là. Et puis, avec tous ces partenaires-là, on faisait des plans d'action sur 3 ans. On choisissait ensemble les éléments sur lesquels on devait travailler prioritairement dans la région pour faire avancer la condition féminine. Donc, ce travail-là a été fait dans les 10 dernières années, ensemble, en partenariat. Et puis, bien, avec la disparition, premièrement, de la conférence régionale des élus, mais d'autres partenaires régionaux, dont certaines directions régionales, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires municipales qui a perdu son régional dans son titre, donc qui n'est plus ministère des régions, seulement ministère des Affaires municipales. Donc, ce sont tous des partenaires qui sont disparus un peu. Les commissions scolaires aussi, les institutions scolaires qui sont beaucoup victimes elles-mêmes de décompression budgétaire, bien,
se sont retirés un peu des projets ou des choses qu'on faisait dans la dernière année parce que, pas par un manque d'intérêt ou de volonté, mais parce qu'ils doivent faire des choix dans leur travail. Donc, ça se retire bien malheureusement là, de ces projets-là. Donc, oui, notre financement à nous, là où notre belle lancée sur laquelle on était avec les partenaires puis qui faisait qu'on avait développé beaucoup de choses dans la région en conditions féminines, bien, c'est en train de s'effriter parce que, justement, on n'a plus de partenaires financiers. Les fonds qui étaient dédiés à la condition féminine diminuent de plus en plus. On nous demande de plus en plus de faire des projets séparés les uns des autres au lieu de faire quelque chose d'intégré. Nous autres, on travaillait vraiment dans un esprit régional puis dans un esprit d'intégration des actions. Puis là, bien, on se retrouve à faire des choses qui sont très ciblées, qui sont très orientées. On nous demande beaucoup toute la question de la bureaucratie aussi. On nous demande beaucoup de faire des rapports, des demandes de projets. Ça nous demande beaucoup de temps. Pendant qu'on remplit des papiers, qu'on fait des rapports, il y a d'autres choses qui se font pas. Il y a plein de choses qui se font pas. Alors, on brise le réseau. Le réseau, les ramifications, c'est bon pour un individu. Ça nous prend des ennemis, ça nous prend une famille pour pouvoir vivre. Puis plus on est nombreux, plus on est solide. C'est la même chose pour un réseau de travailleurs. Et c'est ça qu'on attaque présentement. Excusez-moi de dire attaquer et massacrer, mais je ne pense qu'à ça, parce que vous n'êtes pas les seuls à vous battre présentement, vous n'êtes pas les seuls à manifester, parce que tout ce qui est regroupement de développement, tout ce qui est gros qui se tient est en train d'être coupé pour que chacun travaille dans son coin. Et ça appauvrit tout le monde parce qu'on travaille tout seul dans notre coin. Et si tout le monde est un peu plus pauvre, bien, c'est plus facile après ça de faire passer n'importe quoi parce que tout le monde est épuisé, tout le monde est pauvre et tout le monde a besoin du sous-noir qui va nous tomber d'en haut. Alors, c'est d'ailleurs qui n'existe plus, le sous-noir. Je compatis. Il y a un événement qui, en plus, qui vient rajouter à tout ça. Le gouvernement décide de prendre un certain montant qui était alloué aux tables de concertation, l'enlève et le donne à la loterie. Ça veut dire qu'à peu près n'importe qui peut soumettre pour des projets, pour travailler pour l'égalité des femmes. Et c'est des petits projets à droite, à gauche qui vont être récompensés. Et on ne soutient plus une vision globale, un développement communautaire du sujet. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce communiqué de presse qu'on vient de recevoir? Bien, en fait, c'est un peu ce que je viens de parler tout à l'heure. C'était que c'était des sommes qui existent déjà depuis plusieurs années. Puis ces sommes-là, c'était des sommes régionales qui étaient accordées aux régions en conditions féminines, c'est-à-dire pour réaliser le plan d'action en conditions féminines dans chaque région. Donc, cet argent-là allait à l'instance régionale qui était la conférence régionale des élus parce que ce sont eux qui travaillaient en développement social. Donc, eux travaillaient avec nous pour mettre sur pied ces plans d'action-là. Sauf que maintenant, étant donné l'explication du gouvernement, c'est qu'étant donné que les conférences régionales des élus n'existent plus, donc il n'y a plus d'instance de concertation régionale en développement, et que les responsabilités de développement sont remises au MRC, eh bien, considère que nous, qui avions travaillé, par exemple, à la table des groupes de femmes avec d'autres partenaires, bien, on n'est pas une instance ou on n'est pas une organisation qui devrait nécessairement là, continuer les plans d'action qui ont été faits. Donc, on avait fait du bon travail ensemble avec les autres partenaires. Nous, on a ce désir de continuer ce travail-là. La lancée sur laquelle on était dans les 10 dernières années, on a identifié des choses, on a identifié des objectifs, on a identifié des choses à faire dans les prochaines années. On ne pourra pas nécessairement les réaliser parce que là, on nous lance un appel de projet. On reprend ce même argent-là, dans le fond, on le met dans un appel de projet, puis c'est ouvert à toute organisation qui souhaite lancer un projet en égalité. Donc, ça pourrait être aussi bien une commission scolaire, un organisme communautaire, une chambre de commerce, ou une MRC, ou une municipalité. Par contre, on nous a clairement indiqué, c'était clairement indiqué dans le projet, que les projets présentés par les MRC vont être privilégiés. Donc, on voit qu'on veut remettre vraiment
le contrôle du développement social aussi au MRC, alors que, par exemple, nous et nos autres partenaires avons développé une expertise particulière en conditions féminines. Bien, c'est ce qu'on fait à tous les jours dans la vie. Est-ce que vous êtes assuré que les MRC vont vous engager? Est-ce que absolument pas. Il n'y a aucune obligation de travailler avec nous. C'est ça. C'est exactement comme les CLD qui ferment. Nous, chaque MRC va faire est-ce qu'on garde le nôtre? Est-ce qu'on décide de garder les sous? Puis on va trouver quelqu'un qui va être capable de gérer ces dossiers-là. Parce qu'ils vont... qui va choisir que tel ou tel dossier sont acceptés? Bien, c'est le secrétariat à la condition féminine qui va choisir les projets. Ça ne veut pas dire que les projets qui vont être présentés par les autres organisations seront de mauvaise qualité ou n'auront pas l'objectif. Cependant, la problématique, c'est que c'est comme si ça cassait le travail qui a été fait. Et puis, on oublie aussi l'expertise qui a été développée. Donc, c'est un petit peu fâchant de voir qu'on a travaillé ensemble dans notre région pendant plusieurs années sur des objectifs en conditions féminines. On a identifié des choses, puis que tout d'un coup, il n'y aura plus aucune obligation des organismes à prendre en compte ce travail qui a été fait là et cette expertise-là. Mais c'est aussi un soutien s'il y a certains organismes qui étaient habitués de travailler avec vous et vous n'êtes plus là. Eux, il y a une grosse porte qui se ferme pour eux, là. Il va falloir qu'ils développent autrement. Puis quand on voit qu'un organisme qui soutient peut avoir 60 000 70 000 dans une année, il va se tourner vers qui pour les aider s'ils ne sont pas amis avec le capitaine de la MRC ou... C'est quelque chose de couper les réseaux et de donner le pouvoir à toutes des petits au lieu de regarder des grands. C'est une autre façon de faire. Dites-moi, est-ce que vous serez de la grève? Parce que là, il y a une belle manifestation qui se prépare le 2 et 3 novembre. Beaucoup de mouvements communautaires se rejoignent de l'autre côté du fleuve pour manifester de façon sympathique. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces journées-là? Effectivement, on va être en grève, nous aussi, en grève communautaire. Donc, on est fermé officiellement. Les bureaux de la table sont fermés. Comme à peu près tous les organismes communautaires de la région, là, vont être fermés. Bon, certains ne peuvent pas fermer, bien sûr, parce qu'ils offrent des services essentiels comme les maisons d'hébergement pour les femmes. Mais ils vont quand même participer d'une autre façon. Nous, on va participer, bien sûr. On va être fermés. On va aller à Sainte-Anne-des-Monts avec les autres organismes communautaires. On va aller manifester. Puis, on va aller porter notre facture au gouvernement de... En fait, ça va être une facture qui dit combien on a besoin pour offrir les services qu'on offre, puis réaliser notre mandat. On va dire au gouvernement que, bien sûr, notre financement n'a pas été revu depuis plusieurs années. On a toujours la même somme d'argent qui est très petite. Pour nous, à la table, c'est 58 000 par année qu'on reçoit. Pour réunir tout le monde et aider les gens à se développer. Oui. Donc, il faut aller chercher d'autres sommes d'argent dans des projets, mais nos sous de base là, sont vraiment petits et n'ont pas été revus à la hausse depuis longtemps. Donc, c'est ce qu'on va aller dire au gouvernement. On a besoin de plus que 58 000 pour fonctionner, puis pour développer des projets intéressants, puis finalement là, répondre aux problématiques qui sont vécues par les femmes sur le territoire. Là. Et l'argent, cet argent-là qu'ils vont donner au MRC, est-ce que ça vous enlève directement de l'argent? Bien, ou c'est un appel de projet qui... Ça ne nous enlève pas directement de l'argent, c'est que ces sommes-là servaient à consolider des projets qui étaient choisis par l'ensemble des partenaires. Donc, on venait combler, solidifier les actions qu'on faisait avec cet argent-là, mais là, on ne l'aura plus, donc... ça ne nous enlève pas de l'argent directement, mais ça enlève de l'argent aux actions concertées qu'il y avait dans les dernières années. Courage, Mireille Chartrand. Oui. Oui, et merci de nous avoir parlé de votre combat et on va continuer de vous suivre. Merci. Ouais. On lâche pas, on lâche pas, comme on dit. Non, on lâche pas.
c'est des enfants à la fête de l'Halloween, que tout le monde tripe sur le costume de l'autre et arrive une troisième, quatrième personne qui, on sait fuck all, c'est quoi qu'on est. OK? Faites quelque chose. On laisse! Est-ce qu'on doit un caucus ou Je dois un 10 secondes de que je reste. Ouais. Les noirs, arrangez-vous avec ça. Peux-tu rendre plus loin que toi? Non, c'est quoi? Les pantalons propres? La cravate? Caucus. Le veston, les cheveux gris, là, machiavélique? Mais ton frère, pas la maison, c'est n'importe quoi. Il a l'air genre de papa, là. Puis, résultat du caucus, vous avez sûrement trouvé. Déguisé en papa? Je suis avec Pierre-Philippe Allard, qui est à sa 2e saison dans la Lib. Il nous vient directement de la grande ville. J'aimerais savoir s'il est préparé ce soir parce que c'est son premier match et quelle stratégie il va prendre pour marquer des points. Eh bien, merci. Merci, Cathy. Je te remercie d'être si généreuse et je pense que ça va être vraiment un point important ce soir, d'être très généreux, très attentif. On a une philosophie chez les Noirs qui est oui et, donc de toujours embarquer dans chaque perce, laisser le maximum de joueurs à l'équipe adverse aussi. Comme ça les surprend, ça les prend par surprise. Je suis avec 2 nouvelles recrues de la Lib. Anaï Tremblay-Bourque, des Noirs, c'est ton premier match ce soir. Et M. Jonathan Bugeaud, qui est des Jaunes, qui est ton 2e match ce soir. Alors, comment ça va, le track, se lancer comme ça devant le monde? Tu vas tenir le coup, Anaï? Bien, je pense que oui, franchement. Ça va quand même bien. Un petit stress, mais on a une belle équipe, une belle saison, jusqu'à date de ce qu'on a entendu parler de l'autre match. Jonathan, c'est ton 2e match. Tu as quand même fait au moins 4 apparitions sur ton premier match. Est-ce que tu t'en souviens bien? Est-ce que tu as confiance en toi? Oui, je pense que c'est ça, 4 apparitions. Puis c'était pas certain que ça allait arriver, mais je suis bien content. C'était mieux que je pensais. Le stress est là, puis encore, là, mais j'ai vraiment aimé. Puis j'aime ça encore, je suis là. OK. Puis ton capitaine t'a donné une stratégie pour ce soir? Il m'a dit... C'est ça. Ce qui reste dans le caucus reste dans le caucus. Je suis avec Sébastien Galland, vedette rock de la Baie des Chaleurs. Et Sébastien, tu vas animer et faire de la musique ce soir pour la première de l'impro à Passepébiac. Comment ça va? Bien, ça va très bien. J'en avais déjà fait de l'impro dans la Lib. Mais écoute, moi, je suis tellement stressé avant chaque match. J'en ai pour 2 jours à pas manger. Je suis animateur dans la vie. Je fais de la musique, je veux dire à temps plein quasiment. Je fais de la musique. Je joue pas de la musique, mais je fais jouer de la musique. Donc, je me suis dit... C'est une valeur sûre. Puis en plus, on co-anime ensemble, donc ça devrait bien aller. On se connaît depuis longtemps quand même. Hein? Oui, on a fait des mauvais coups ensemble. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Vraiment, grande soirée. La Lib, vraiment, là, Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs, c'est des talents à l'état brut. Carleton, Passepébiac pour décrocher de sa semaine. C'est vraiment une bonne formule. Fait que lâche ton salon, lâche ta TV, puis déplace-toi. Viens-t'en! Ah oui! Regarde! Alors donc, ma petite Lily, à la manière d'un conte trash, pour une durée de 4 minutes, prenez votre temps, au jeu. L'histoire que je vais vous raconter, vous ne trouverez pas ça dans un livre pour enfants. Lily était en banlieue de Montréal. Je vivais seul. C'est une fille qui est originaire, une fille de région, elle a déménagé, était seule en ville. Lily avait beaucoup de respect pour elle-même. Pas le genre de fille à s'habiller sexy, aller d'un bar, se saouler la face, puis se ramasser le premier câlin propre. Lily se respectait beaucoup, elle respectait beaucoup ses amis. Un soir, Lily revient de l'école, elle finit 7 heures, c'était fin de session, tout ça, elle travaillait fort. Elle arrive à la maison, débarre la clé. Quand elle débarre la porte, oui, avec la clé. Quand elle arrive pour fermer la porte, il y a une main qui bloque la porte, il n'y a plus moyen de fermer la porte. Le gars est... Mets un condom, OK? S'il te plaît. Je te demande juste ça, là. Je ne vais pas rien dire, je ne vais pas crier, mais s'il te plaît, mets un condom, OK? Fait que le gars, il a mis un condom. Il a soumis ses plus bas instincts sur les lits. Les policiers sont venus, ils ont fait un rapport. C'était allé en cours. Il était là, à bord des témoins, avec l'enfant de chienne qui avait fait ça. C'est lui. Demandant de mettre un condom, c'était consentante à l'acte sexuel. J'avais aucune
d'autre possibilité de m'en sortir, puis j'ai voulu juste pas tomber enceinte de ce petit chien sale-là, monsieur le juge. Rejeté. Julien Leblanc, arbitre ce soir. Je sais que tu as donné des directives aux joueurs. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu t'attends d'eux ce soir? J'ai appris à pas trop m'attendre rien des joueurs parce que anyway, ils vont me décevoir d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai plus vraiment d'attente. La Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs vous attend le vendredi 6 novembre prochain au Centre culturel de Passepébiac. Quand j'ai eu l'idée d'écrire un roman, puis avant de publier mon premier roman, L'Homme Blanc, j'ai écrit un mémoire de maîtrise. C'est pas le fun de lire ça. C'est vraiment... J'ai écrit un mauvais roman que j'ai fait lire à personne, que j'ai jeté. Et j'ai écrit L'Homme Blanc, qui est en fait mon deuxième roman, ou mon deuxième premier roman. Et qu'est-ce que j'ai mis en scène dans mon premier roman? Bien, la Russie. L'idée du roman m'est venue au cours d'un voyage en Roumanie. Parce que si je mets en scène la Russie, c'est en Roumanie que je suis allée. J'ai jamais mis les pieds en Russie. Donc c'est vraiment de la documentation, des photos, des films, l'imagination, les paysages hivernaux québécois qui m'ont inspiré cette Russie-là, que des lecteurs russes qui étaient persuadés que j'avais vécu en Russie. Ça veut dire que j'avais assez bien fait mon travail, j'ai réussi à les convaincre. C'est parti d'une anecdote, une mésaventure en Roumanie en 2004. Mon copain et moi, on était en voyage là-bas, puis on s'est fait voler quelques centaines de dollars américains par un pickpocket charmant. Il était adorable. Pas de violence, rien, charmant. C'est plus tard, j'ai dit, écoute, vérifie combien il te reste. Il manque 300 $. C'était un magicien. Il avait passé 3 billets dans sa manche. Ah, ça m'a fascinée. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'il n'y a eu aucune violence. Il nous a berné complètement. 2 cons, 2 vrais cons. T'sais. Quand on va sur le site sur les sites, par exemple, je sais pas moi, du Routard, ils nous décrivent exactement cette scène-là. Faites-vous, il ne faut pas se faire avoir, puis on est tombé vraiment dans le piège. Il a réussi, il nous a eu, mais il a fait ça comme un magicien. Alors j'ai eu l'idée d'un personnage de clown, pickpocket magicien, que j'ai mis en scène dans L'Homme Blanc. Donc ça part toujours de quelque chose qui me fascine. Est-ce que tu as eu les mêmes processus de création pour tes 2 romans? Est-ce que tu pars d'un objet extérieur, une idée? Comment tu fonctionnes, Madame Leblanc? Ça me vient toujours d'une image littéraire. Donc, pour Malabour, c'était l'image d'une jeune femme assassinée, dont le corps est dans l'eau. Ce que je mets en scène dans Malabour, la région natale de ma mère, la Baie des Chaleurs. Dans Malabour, le personnage d'Alexis s'intéresse aux plantes. Il est d'abord fleuriste, horticulteur. Il fournit les gens ici en fleurs, en bulbes, en plants, en herbes. Donc c'est le contact avec la terre, avec le sol, avec la nature. Donc ce qui pousse autour de nous, avec le pays, le territoire, et transformer cette matière première, la matière, en ce qu'on appelle un vêtement olfactif, un parfum. Transformer la matière première, transformer en autre chose. Bien, j'ai fait énormément de recherches sur la parfumerie. Je suis allée suivre une petite, très brève formation à Paris, chez l'artisan parfumeur, en création de parfums. Donc, je suis allée chercher des éléments pour me libérer, justement, de l'obligation de faire une recherche en cours d'écriture. Quand je me lance dans l'écriture, ce qui est important, c'est la voix littéraire. Donc, ça vient toujours d'une fascination, d'une obsession que je transforme en sujet littéraire, et pour me libérer de cette obsession-là, je dois raconter une histoire. Et as-tu une quête qui traverse tous tes romans? Est-ce que tu cherches la face cachée de l'homme? Est-ce que tu cherches les grands mystères de la vie? Est-ce que parce que c'est quand même
assez coloré comme sujet? C'est des univers en soi et que tu sautes dans l'un et dans l'autre? Y a-t-il un fil conducteur? C'est quoi ta recherche, là? C'est quoi ta... Bien, quand tu passes 2 ans, 3 ans avec un sujet de roman, il faut que ça te tente de passer 3 ans avec ça. Donc, moi, j'ai besoin d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. C'est une curiosité intellectuelle. Moi, je dirais qu'il y a des récurrents, il y a des motifs récurrents, le déplacement, les longs voyages sur le territoire. Donc, il y a une idée du personnage nomade, donc quelqu'un qui fait l'expérience du territoire. On retrouve ça dans tes 2 romans, puis dans le des prochain. Personnages pour qui le silence est une façon de parler. Le silence, c'est une forme de résistance. Il y a ça aussi qui est récurrent. J'appelle ça des personnages litotes, c'est-à-dire qu'en peu de mots, ils vont signifier beaucoup de choses, ils vont nous transmettre beaucoup de choses. Je mets en scène, en fait, jusqu'à présent, j'ai mis en scène dans mes romans des gens dont on n'entend pas la voix habituellement. Donc j'aime donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Que ce soit le jeune homme né au goulag, donc dans les prisons staliniennes, en URSS, les jeunes femmes mortes, assassinées. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Aller du côté des opprimés, des gens qui n'ont pas de chance. Pour le prochain roman, je suis allée en Irlande, j'ai fait beaucoup de recherches, alors je vais mettre en scène l'Irlande du Nord, où il y a eu une guerre civile pendant une 30aine d'années, et le Québec. Et bien, mes 2 grands-mamans sont d'origine irlandaise, donc il y a une fascination aussi pour ça. Merci, Merci pour ce territoire à explorer et ces beaux univers à découvrir. Merci beaucoup. Le samedi 7 novembre, il y aura soirée de danse disco au club L'Amicale de Passepébiac à 21h. Bienvenue à tous. Il y aura déjeuner le dimanche 8 novembre au profit de la fabrique de Saint-Pédis au sous-sol de l'église de 9h à 13h. Nous profiterons de l'occasion pour procéder au tirage de billets vendus au profit de la fabrique. Adultes, 6 $, enfants de moins de 12 ans, 3 $. Un bingo cadeau est organisé par le Cercle des fermières de Saint-Pédis le dimanche 8 novembre à 14h au centre communautaire de l'endroit. Au centre culturel de Passepébiac, pour Noël en art, nous sommes à la recherche d'artisans qui créent eux-mêmes ce qu'ils offrent. Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent présenter leur dernière création, nous vous invitons à communiquer avec Mme Eliane Joseph au 418-752-2277, 752-2277, poste 223. L'événement se déroule le 14 et le 15 novembre. À la salle de spectacle de New Richmond, jeudi 5 novembre à 20h, il y a spectacle de Jean-François Mercier. Subtil, sensible et touchant dans ce spectacle, il doit régler ses comptes avec la vie avant que la vie ne le rattrape. Ma mère est un poisson rouge. C'est du théâtre qui sera présenté par le théâtre de l'Avant-Pays dimanche le 8 novembre à 14h. C'est l'histoire d'une amitié, une de ces amitiés fortes, faites d'éclats de rire, de batailles d'oreillers, de missions d'espionnage et de secrets d'amour. C'est aussi l'histoire de Xavier, de sa mère enfermée dans sa chambre, d'un silence lourd comme un paquebot et de la vie qui reprend le dessus. Une pièce forte, un souffle irrésistible d'espoir et de joie de vivre. Le Club de l'Âge d'or de Newport organise un whist militaire le mercredi 4 novembre à compter de 20h. Un léger goûter vous sera servi. Il y aura une soirée dansante au Club de l'Âge d'or de Newport le 7 novembre à 21h avec la musique de Gérard et Rose. C'est ce qui met fin à vos nouvelles d'ici. Merci d'être là.